à 23 h sur Public Sénat. Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Le torchon brûle entre Paris et la Commission européenne, dont le président José Barroso tient des propos aussi inattendus que violents contre une France réactionnaire, seule à défendre l'exception culturelle. La politique présente au bac philo à travers le sujet « Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique ?» De beaux esprits seront avec nous tout à l'heure pour disserter. Petite audience pour François Hollande hier soir sur M6 en l'absence d'annonces fortes. Mais le chef de l'État a tout de même fait un geste pour alléger le poids des taxes sur les plus-values immobilières. Le président de la Fédération nationale des agences immobilières, Jean-François Buet, réagira dans ce journal. Brusque montée de tension donc entre Paris et Bruxelles. Le président de la Commission européenne dénonce une France archaïque dans une interview publiée par l'international Herald Tribune. José Manuel Barroso n'a pas apprécié le combat de la France pour l'exception culturelle et il s'est attiré très vite cet après-midi de vives répliques des milieux artistiques jusqu'au sommet de l'État. Joachim Robe. C'est une nouvelle passe d'armes qui illustre les tensions entre Paris et Bruxelles. Dans une interview au International Herald Tribune, José Manuel Barroso critique violemment la France, totalement réactionnaire selon le président de la Commission européenne. En cause, la volonté française de défendre l'exception culturelle. Vendredi, les ministres européens du commerce extérieur se sont entendus pour un nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis, un accord qui, à la demande expresse de la France, ne concerne pas l'audiovisuel. Le but étant de protéger la diversité culturelle grâce aux quotas et subventions pour le cinéma, la télévision ou la musique. Cela fait partie d'un agenda anti-mondialisation complètement réactionnaire, affirme José Manuel Barroso. Ses services ont ensuite essayé de rétro-pédaler, affirmant que la France n'était pas visée. Mais à son arrivée au G8, François Hollande a réagi. « Je ne veux pas croire que le président de la Commission européenne ait pu tenir ses propos », affirme le chef de l'État. Des propos consternants et inacceptables, selon la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. François Hollande que l'on voit et qui participe au sommet du G8 en Irlande du Nord où Vladimir Poutine s'affiche en allié indéfectible du régime syrien. Le président français, comme Barack Obama d'ailleurs, auront des entretiens en tête-à-tête avec le président russe. Un nouveau revers électoral de mauvais augure pour la gauche. L'élection législative partielle du Lot-et-Garonne, dans l'ancien fief de Jérôme Cahuzac, dont nous payons la tromperie pour Jean-Marc Ayrault, est la 8e élection de ce genre perdue en un an par le PS qui appelle au Front républicain pour faire barrage à l'extrême droite, donc pour voter pour le candidat de l'UMP. Le score du Front National est l'expression d'un ras-le-bol selon les habitants de Villeneuve-sur-Lot. De mauvais augure donc pour la gauche à un an des élections municipales et européennes. Nathalie Guillouard. La défaite du candidat socialiste Bernard Barral aux élections partielles de Villeneuve-sur-Lot tire la sonnette d'alarme pour le Parti socialiste. C'est la 8e défaite déjà pour la majorité aux élections partielles. De quoi s'inquiéter avant les municipales de 2014, mais le porte-parole du PS, David Assouline, reste confiant. Est-ce que le climat national pèse sur une élection locale? Toujours un peu, mais je le répète, l'enjeu, il est municipal. Cette défaite de Villeneuve-sur-Lot marque les esprits, car cette terre est profondément ancrée à gauche. Pour le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le Parti socialiste paye la tromperie Cahuzac. Résultat, c'est le Front National qui a pu tirer son épingle du jeu. Il y a eu certainement dans la protestation contre le Parti socialiste, contre Jérôme Cahuzac, une partie d'électeurs qui étaient des électeurs de gauche, qui ont choisi de mettre un bulletin Front National dans l'urne. C'est une question politique et sociale posée à la gauche au pouvoir. En plus de la montée des extrêmes, les socialistes boudent les urnes. À Villeneuve-sur-Lot dimanche, seulement 10% des inscrits ont voté pour le candidat socialiste. La faute aux divisions à gauche, le symbole peut-être d'un parti qui n'arrive plus à mobiliser son électorat.
Flop d'audience pour François Hollande hier soir sur M6. 2 800 000 téléspectateurs seulement l'ont suivi. C'est moins que la moyenne réalisée par l'émission Capitale chaque semaine. Il faut dire que le chef de l'État était venu faire de la pédagogie et n'avait aucune annonce forte à son programme, sauf dans le domaine du logement pour relancer le marché de l'immobilier. Une fleur est donc accordée aux propriétaires qui bénéficieront plus vite de l'exonération sur leur plus-value. Camilla Campusano. Pour échapper aux taxes, plus besoin de garder votre résidence secondaire pendant 30 ans. Le délai devrait être ramené à 22 ans. Une manière de fluidifier le marché de l'immobilier. Une bonne nouvelle pour ce gérant d'agence. Le fait qu'il n'y ait pas d'offres sur le marché a pour conséquence d'augmenter les prix du mètre carré à Paris, ou en province même. Et donc aujourd'hui, les prix sont tellement élevés que les cadres moyens ils ne peuvent pas acheter un appartement sur Paris. Ils sont obligés d'aller en banlieue et quelquefois très loin pour pouvoir acquérir un appartement pour la famille. Ce sont 30% de la plus-value qui vont dans les caisses de l'État au moment de la vente. Une taxe dégressive au fur et à mesure des années, presque un retour au système avant les réformes de Nicolas Sarkozy. Insuffisant pour la Chambre des propriétaires. Il n'est pas impossible que la mesure dont on parle actuellement aboutissent à une certaine baisse des prix, par conséquent favorise les acquisitions pour les personnes dont vous parlez, c'est-à-dire des jeunes qui vont se loger eux-mêmes, mais ce n'est qu'une partie du marché, il reste tout l'ensemble qui lui va être certainement en grande souffrance. Un marché de l'immobilier qui contraste avec ce qui se fait ailleurs en Europe. En Allemagne ou en Autriche, il faut attendre seulement 10 ans pour qu'une vente soit exonérée d'impôts. Alors, pour voir donc toutes les conséquences de cette décision annoncée par le chef de l'État, hier soir, notre invité est donc Jean-François Buet, le président de la Fédération nationale des agents immobiliers. Bonsoir et merci d'être avec nous. Il faut dire que c'est d'abord une bonne nouvelle pour les vendeurs. Bien sûr. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les vendeurs parce que c'est une mesure qui revient à un équilibre. L'exonération totale au bout de 30 ans était très forte et vécue presque comme confiscatoire pour certains. Ça, c'était une décision qui avait été annoncée il n'y a pas si longtemps par François Fillon. Hein. Oui, tout à fait. François Fillon avait passé la fiscalisation exonérée au bout de 15 ans à une durée au bout de 30 ans à partir du 1er février 2012. Est-ce que pour vous, cette mesure qui donc sera favorable aux propriétaires d'appartements qu'ils louent ou bien d'une résidence secondaire est une bonne chose également pour le marché de l'immobilier ? Oui, je crois que c'est une mesure qui va plutôt dans le bon sens pour l'ensemble du marché immobilier parce que ça va permettre d'avoir peut-être un peu plus de biens en stock et donc permettre d'avoir une action sur les prix pour également les acquéreurs qui cherchent à se loger. Parce que pour l'instant, je veux dire, cette taxe sur les plus-values est vraiment dissuasive pour les gens qui voudraient éventuellement se séparer d'un bien, mais qui ne le font pas. Oui, parce que 30 ans, si vous voulez, c'est très long. En pénal, en droit pénal, on dit que 30 ans, c'est perpétuité. Mais en tout cas, il y avait aussi l'effet des coefficients, puisque les coefficients d'abattement sur les premières années étaient de l'ordre de 2%, ce qui fait que... C'est-à-dire qu'il fallait garder le bien très longtemps pour ne pas être complètement taxé par l'État, sachant qu'on est taxé sur de l'argent que l'on gagne, puisqu'on est taxé sur une plus-value. Donc un vendeur est toujours gagnant en l'espèce. Bien sûr, c'est légitime. Sauf que même s'il est gagnant, il a envie de gagner, d'avoir une visibilité sur la durée. Et c'est vrai que 30 ans, il n'y avait pas tellement de visibilité. Est-ce que vous êtes reconnaissant à François Hollande et moins à la ministre du Logement, avec qui j'ai l'impression que vous menez la guerre ? Écoutez, il y a une question de forme également. Je crois qu'avec la ministre du Logement, on était en concertation depuis 8 mois. Et puis les annonces qui ont été faites la semaine dernière l'ont été sans concertation aucune alors qu'on discutait ensemble. Et c'est vrai que le projet de réglementer la profession, nous l'avons réclamé. Et ça nous gêne que ce soit la ministre qui se l'approprie alors que c'est la profession elle-même qui a demandé à cette réglementation. Ah bon. Par contre, sur les honoraires de location, là on n'est pas d'accord parce qu'on considère que supprimer complètement la quote-part du locataire, ça ne va pas être possible pour le bailleur de supporter ses honoraires. Et donc, on pense que malheureusement, ça ne va pas dans le bon sens et que le locataire risque de ne pas trouver de service s'il ne paye pas d'honoraires. Mais j'ai l'impression que la ministre du Logement, Madame Duflot, pense, elle, que vos honoraires sont beaucoup trop élevés. Quel que soit
la personne qui les paye, le locataire comme aujourd'hui, ou peut-être demain à hauteur de 50% le propriétaire. C'est pas qu'ils sont trop élevés, c'est qu'ils sont assis sur le montant du loyer. Il trouve que c'est abusif. Et d'ailleurs, les associations de consommateurs disent la même chose. Parce que c'est assis sur le montant du loyer. Une location, c'est 10 heures de travail. Donc il faut bien pouvoir rémunérer le personnel. Et les gens qui font ce métier aujourd'hui sont des gens qui ont souvent un niveau de BTS, voire de licence. Et donc il faut bien pouvoir les rémunérer. Donc pour rémunérer les personnes qui font ce travail, les rémunérer justement, il faut un équilibre sur les honoraires. On était parfaitement d'accord pour en discuter et trouver un équilibre, mais nous ne pensons pas que la proposition qui est soumise soit la bonne. Très bien. Comment se porte par ailleurs le Duflot? Parce qu'on connaît la ministre du Logement, mais il y a également un produit d'investissement qui est mis sur le marché avec son nom, donc une déduction fiscale offerte aux gens qui investissent dans du logement social ou intermédiaire. Oui. Mais écoutez, pour l'instant, si vous voulez, c'est quand même très timide parce qu'aujourd'hui, les gens qui souhaiteraient devenir bailleurs et avoir un appartement pour leur retraite sont par ailleurs touchés par l'encadrement des loyers, la fiscalité des revenus fonciers, l'augmentation de la taxe foncière, bientôt une taxe sur les loyers pour financer la garantie universelle. Tout cela fait beaucoup. Et c'est vrai qu'on risque d'avoir un effet inverse avec moins de bailleurs et moins de produits à louer. Et c'est vrai que le nombre d'agences immobilières diminue assez régulièrement en France. Beaucoup mettent la clé sous la porte. Oui, mais ça, c'est cyclique, si vous voulez. L'intérêt, c'est surtout que nos concitoyens arrivent à se loger. Et aujourd'hui, la difficulté, elle est surtout dans ce phénomène-là. Il y a des endroits où il y a beaucoup de logements, les zones détendues, avec des taux de vacances. Par exemple, dans les villes de province, on a du mal à trouver des preneurs pour les logements, alors qu'en région parisienne, c'est exactement l'inverse. Donc on a des schémas économiques qui sont complètement opposés. Se loger à Paris, c'est le parcours du combattant. Et donc je crois qu'il faudrait surtout construire des logements là où on en a besoin. Merci, Monsieur Buet, d'avoir été avec nous ce soir. L'inauguration aujourd'hui du Salon du Bourget par le Premier ministre qui a défendu le rôle et l'implication de la France dans l'industrie aéronautique à travers EADS. Jean-Marc Ayrault s'est également engagé sur le fait que l'armée continuera de bénéficier des meilleurs équipements. L'épreuve de philosophie a donc lancé ce matin le marathon des épreuves du baccalauréat. Parmi les sujets, on retiendra celui-ci. Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Ou bien encore, que devons-nous à l'État? Les sénateurs interrogés par Véronique Pagnon ont accepté volontiers de plancher. Certains sénateurs ont joué le jeu de l'interro écrite. Nous leur avons soumis ce sujet proposé en série scientifique. Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Pas vraiment un sujet sur la politique, pas vraiment un sujet sur la morale. Yves Pozzo-di-Borgo, le sénateur de Paris, était en féru de philo au lycée. Il se souvient d'un 12 sur 20 un peu décevant. Voici sa réponse à brûle-pourpoint. C'est très difficile parce que vous savez très bien que le mot politique, qui vient du mot grec, action dans la cité, à partir du moment où vous agissez, que ce soit moralement ou non moralement, vous faites de la politique. C'est-à-dire que dans l'ensemble des intervenants politiques, c'est l'ensemble de la société, c'est l'ensemble des acteurs de la société. La politique n'est pas réservée aux hommes politiques, la politique c'est chacun des citoyens. Le seul fait d'être citoyen, vous êtes un acteur de la vie politique. Et si évidemment moralement vous avez des dérapages, ça a de l'incidence sur la vie politique. Jean-Pierre Sueur, lui, avait obtenu un 14 sur 20 au bac. Il aurait préféré répondre à la question « Le langage n'est-il qu'un outil ?» tombé en série littéraire. À la fois maître de conférences et homme politique, le sénateur du Loiret a rebondi. Vous savez, tout dépend de ce qu'on appelle la politique. Si la politique, c'est la politique politicienne, on peut tout à fait agir moralement sans s'intéresser à la politique politicienne. Mais si la politique, c'est ce qui fait, ce sont les règles qui font que l'on vit ensemble, c'est la règle commune, c'est le respect les uns pour les autres, c'est l'écoute les uns des autres dans la démocratie. Alors, forcément, la morale a quelque chose à voir avec la politique. Thèse, antithèse, l'argumentaire qui sauve. Doit-on être philosophe pour être politique? Peut-être la question sera-t-elle posée un jour au bachelier. Voilà, ce ne sont pas les corrigés du bac, mais tout de même avec nous ce soir, Emmanuelle Colas, bonsoir. Vous êtes fondatrice de la Fête de la Philo et éditrice, les éditions Galade. Merci d'être là. Avec nous et à vos côtés, Monsieur Poirier, bonsoir. Vous êtes doyen honoraire de l'Inspection Générale de Philosophie. Et puis avec nous également Jean-Michel Beignet, professeur de philosophie à l'Université Paris-Sorbonne. Merci. Alors, peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Qu'auriez-vous répondu, monsieur?
D'emblée, on peut aussi penser que pour demeurer moral, il vaut mieux se tenir éloigné de la politique. Et puis, à bien y réfléchir, je pense que j'aurais tenté d'élaborer un concept de la politique qui puisse renouer avec ce que l'on a pensé jadis, à savoir que la politique, c'est quand même la tentative pour répondre à la question du bien vivre ensemble. Et en ce sens, cette question est bien conforme à la question de la morale ou de l'éthique. Ouais. Hein, comment faire en sorte pour bien vivre individuellement, collectivement, et du coup, la solidarité de la politique et de la morale est pensable. Et vous aviez éventuellement des penseurs, des philosophes, des auteurs à citer pour dire que agir moralement, c'est se tenir à l'écart de la politique, parce que ça, c'est une position évidemment radicale. Machiavel, par exemple, hein, Machiavel, qui dissocie fort bien les deux choses, tout en n'étant pas pour autant un être immoral. Les dissocier, c'est une chose, mais les opposer. À partir du moment où vous considérez que la politique doit avant tout permettre la paix dans la cité, et à partir du moment où vous considérez qu'on est moral que lorsqu'on vit en paix, eh bien du coup vous dissociez fort bien les deux choses. Hein. Le politique doit s'efforcer d'instaurer la paix dans la cité, de sorte que les citoyens puissent se payer le luxe d'être moraux. Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Emmanuel Colas. Écoutez, déjà, moi, je distinguerais la politique du politique. Je ne suis pas philosophe puisque je suis historienne. Je suis historienne de l'Antiquité, donc moi, je me réfère à la cité grecque et à ce lien entre le logos, la rationalité et la cité. Donc, je fais le lien entre les deux. La raison, la cité, et en effet, ça a quelque chose à voir, le politique a quelque chose à voir avec ce que vous disiez, le bien vivre ensemble, le bien public. La politique, ce que nous appelons la politique, est souvent un ensemble de représentations, de relations de pouvoir et autres. Et en effet, bien quelquefois, enfin, on peut espérer que les gens qui sont amenés à travailler dans la politique, mais qui sont aussi liés à la politique, eh bien, gardent le sens moral et une éthique. Voilà. Donc il fallait bien faire la distinction entre la politique et les politiques, à vous écouter, c'est ça. C'est ça. Hein. Jean-Louis Poirier, alors, doyen honoraire de l'Inspection générale de philosophie. Vous avez entendu le sujet, je ne le remets pas sur la table. Hein. J'ai entendu. Que répondez-vous? Je réponds carrément non. C'est un sujet très difficile parce que il invite les candidats... C'est l'exact contraire de ce qu'on a entendu. Hein. C'est ça qui est intéressant. Ça enrichit. mais si vous voulez, c'est un sujet où on est invité à parler de la politique ou de la morale, chose que les élèves ont étudiée, alors que la question, elle est quand même très différente et je crois très astucieuse. Bon, je pense qu'on ne peut pas agir moralement sans s'intéresser à la politique. D'abord parce que, dans l'exemple qu'a pris mon collègue et ami, votre moraliste, il n'agit pas. Et donc, si on veut agir, je ne suis pas sûr, enfin en tout cas c'est une partie de la question, qu'on puisse se désintéresser de la politique. Hein, c'est Hegel, vous vouliez des noms de philosophes, c'est Hegel qui disait que l'institution qui fait le plus en faveur de la morale, c'est l'État. C'est pas les vertueux hommes défenseurs de la morale. Bon, ça c'est un premier point. Deuxièmement, si vous voulez agir moralement en vous intéressant à la politique, eh bien, ça veut dire... Alors là, on retrouve toutes les difficultés qu'a exposées Jean-Michel. Effectivement, ça ne ressemble pas forcément à une certaine idée de la moralité. En gros, et pour résumer, je ne veux pas être trop long, ce qui est passionnant dans ce sujet, si on veut parler vraiment de l'actualité, c'est un sujet sur les ONG. Est-ce qu'on peut faire de la morale en dehors de l'institution gouvernementale, en dehors de l'État? Est-ce que et à mon avis, risques c'est pas sûr. Pour les candidats au bac, c'était de faire le lien avec des sujets d'actualité, justement. Est-ce que c'était pas une erreur à commettre dans les copies? Faire le lien entre, évidemment, morale, politique, affaires? Pour ma part, je ne pense pas, parce que... C'est jamais une erreur de parler de la réalité dans une copie. Simplement, il ne faut pas se tromper de réalité. Ce n'était pas une question sur la moralité des hommes politiques.
C'était une question sur, je dis, bon, si on veut le dire de façon imagée, c'est sur les ONG. Oui, il me semble que si des élèves ont abordé la question de la transparence, par exemple, qui a défrayé l'actualité récemment, ils pouvaient en sortir quelque chose d'intéressant, de savoir si la transparence peut être une vertu dans le monde politique à proprement parler. Est-ce que la transparence ne connaît pas des limites? Est-ce que la transparence ne confine pas parfois à la violence? Est-ce que la transparence ne suppose pas l'éviction de l'intériorité nécessaire à la morale? Jean-Louis Poirier nous dit que agir moralement, c'est un engagement, si je vous ai bien suivi. Si c'est agir, c'est un engagement. La politique, c'est aussi un engagement. Donc les deux sont liés et vous nous avez démontré le contraire tout à l'heure. Je ne vous ai pas démontré le contraire, je dis simplement que... non, là vous me faites un mauvais procès, je n'ai pas démontré le contraire. Ce que j'ai dit et que je répète, c'est que au cas où la politique se réduit à un simple rapport de force, il est évident que la morale y perd quelque chose, bien entendu. D'accord. Mais si on idéalise, parce qu'au fond, c'est une question sur les limites de l'idéalisme, ce sujet. Peut-on idéaliser la politique au point de considérer que la morale puisse en être solidaire, alors même que les élèves comme nous sommes confrontés quotidiennement au réalisme qui démontre bien que pour être un bon politique, il faut adopter le précepte machiavélien, la fin justifie les moyens. Il y avait un autre sujet, que devons-nous à l'État ? Là, la question est très ouverte. Alors, madame, c'est compliqué, comme ça, brûle pour point. Que devons-nous à l'État? Je dirais que ce que l'on doit à l'État, ça se passe dans une sorte de contrat. Moi, je ne suis pas philosophe, donc historienne. Voilà, on est dans une idée de contrat, un contrat des citoyens vis-à-vis de leur État et l'État vis-à-vis des citoyens. Donc c'est un échange d'abord, mais que devons-nous déjà le respect d'un État, la défense des valeurs de cet État, dans la mesure où nous nous y reconnaissons et que il y a vraiment ce contrat est double. Voilà, on a des droits et des devoirs, mais les droits et les devoirs sont des deux côtés dans un contrat. Voilà. Jean-Louis Poirier. Je vous répondrai comme Socrate au moment où il buvait la ciguë sur injonction de l'État. Nous devons tout à l'État. Nous lui devons la qualité de citoyen, déjà. Et donc, nous lui devons cette impulsion qui nous conduit vers l'universel, vers la volonté de réaliser un intérêt universel. Et c'est énorme. Et c'est proprement philosophique. Vous avez regardé les autres sujets? Est-ce que certains ont retenu votre intérêt, votre attention? J'ai bien aimé celui sur le langage. J'ai découvert qu'il y avait eu un sujet sur le langage. Le langage n'est-il qu'un simple outil? Et le langage n'est-il qu'un outil? N'est-il qu'un outil? Ça me paraît être un sujet formidable parce que on assiste aujourd'hui, avec le développement des technologies d'information et de communication, à une instrumentalisation du langage qui est dramatique, qui est proprement dramatique. Alors que le langage, c'est des conceptions du monde, c'est le génie d'un peuple, c'est toute la dimension symbolique qui assure le lien entre les individus. Donc réduire le langage à un outil comme les machines nous y engagent, c'est proprement désubstantialiser. Et là aussi, ce sont des notions philosophiques, et c'est un sujet sur lequel on pouvait aussi citer des auteurs. Oh bien, assurément, assurément. Alors bon, ça peut être Hegel. Monsieur Poirier a toujours des citations en réserve. On pourrait citer beaucoup d'auteurs sur le langage. Simplement, c'est un très beau sujet parce qu'il ne peut pas surprendre les candidats. Et en même temps, comme on l'a rappelé, c'est essentiel. C'est-à-dire, le réduire à un outil, ce serait manquer toutes sortes de choses. Mais d'ailleurs, je ne crois pas justement que le numérique réduise à un outil. La grande erreur que l'on commet sur le numérique, c'est de croire que c'est un outil alors que c'est un monde. Et l'avenir, je crois, est de donner au numérique cette dimension d'un monde habitable. On en est encore loin, mais normalement, on va dans cette direction. L'épreuve de philosophie, son enseignement, certains les remettent en cause chaque année, notamment à l'époque du bac. Et certains s'interrogent sur leur utilité.
Que répondez-vous à cela? Vous avez démontré le contraire, évidemment, à l'instant, au cours de ces minutes que nous avons passées ensemble. Néanmoins. Je ne suis pas la plus apte à vous répondre, mais l'enseignement de la philosophie paraît nécessaire. Et tout simplement parce qu'il permet de donner du contenu, des concepts, une structure de pensée, une méthodologie qui sont comme d'autres ça pourrait être l'histoire apporte aussi. C'est pour ça que vous organisez la fête de la philo, pour défendre tout cela, entre autres. Hein. Tout à fait, mais je parle de la fête de la philo d'ailleurs. Moi, je travaille plus en transversalité, en utilisant, je dirais, art et philo, littérature et philo, en travaillant nous travaillons dans l'idée qu'il y a beaucoup d'intelligence, de créativité dans ce pays, et qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà, et qu'il faut les faire d'abord fédérer tout ça, dialoguer et permettre, en explorant des thématiques, mais aussi je dirais, des domaines différents, faire que les gens puissent dialoguer ensemble. C'était un peu l'idée de cette fête de la philo, et qu'elle soit ouverte, c'est-à-dire qu'on a pu, nous l'avons inventé à la fois dans des lieux associés. Cet après-midi, nous étions en Sorbonne, nous étions à la Maison de l'Amérique latine, nous étions à l'INALCO, nous étions un peu partout, et nous sommes aussi dans les cafés, nous sommes aussi dans l'espace public. L'idée, c'est d'ouvrir au maximum pour que justement, quelquefois, l'enseignement qui est fait à l'université puisse se nourrir aussi ailleurs, et que ça revienne. Vous voyez, c'est un échange. Vous invitez les profs, évidemment. Les profs participent à votre aventure. Jean-Michel Beignet, l'enseignement de la philosophie, l'épreuve de la philosophie, ce sont des particularités françaises qu'il est impératif de préserver? Je crois. Moi, je crois que la philosophie, telle qu'on l'enseigne en France, c'est un salutaire archaïsme. Salutaire archaïsme, parce que je crois que ça permet de ménager ce que disait très bien Hannah Arendt. Hannah Arendt disait, si l'on veut préserver la dimension révolutionnaire qu'il y a dans chaque génération, il faut être conservateur, nous les adultes. Donc il faut qu'on puisse présenter le monde aux générations montantes et leur donner la possibilité d'être insolents, de bousculer ce monde, de le mettre en perspective, et en même temps de développer une certaine aptitude au décentrement, parce que c'est-à-dire décentrement, faire en sorte de ne pas être centré sur soi-même, être capable de se mettre à la place de l'autre, de fréquenter de grands auteurs qui ont dit des choses qui méritent d'être entendues, commentées, découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux systèmes de valeurs. Réfléchir contre soi-même. Oui, absolument, se mettre soi-même à l'épreuve, à la question. Et ça, c'est absolument capital. Et ça, c'est valable pour toute la vie, et pas seulement pour le jour du bac, évidemment. Jean-Louis Poirier, c'est une très belle définition de l'enseignement philosophique qui vient d'être donnée. Ça a été l'œuvre de votre vie? Un petit peu, oui. Mais je crois que, il est de bon ton de dire que l'enseignement de philosophie est menacé, on se croit encore sous le Second Empire. Moi, je ne pense pas que l'enseignement de philosophie soit menacé, du moins de manière institutionnelle. En revanche, ce à quoi il faut prendre garde, c'est que beaucoup d'élèves, beaucoup de candidats au bac n'y trouvent pas toujours leur compte. C'est-à-dire il faut réussir à mettre en œuvre des modalités pour enseigner la philosophie et pour évaluer les acquisitions en philosophie, des modalités qui satisfassent tout le monde, qui fassent que l'élève qui a travaillé réussisse. Et ça, je pense que l'État s'en occupe. Voilà, et les professeurs, d'abord, on compte sur vous. Merci. Et la question du nouvelobs.com était celle-ci aujourd'hui. L'enseignement de la philosophie sert-il à quelque chose? Vous avez dit oui à 64%. C'est la fin de ce journal. Sonia Mabrouk à 22h sur Public Sénat. Je vous retrouve demain dès 18h pour Preuve par 3. Notre invité sera François Rebsamen, le président des sénateurs socialistes. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, le Bondi Blog Café. Bonsoir à tous.